si vous êtes loin. Surtout si vous êtes loin. Et donc là, il m'a dit, oui, il y a ça. Et puis moi, j'avais déjà été en contact avec Amgen. C'est une très belle boîte de biotech jusqu'à il y a un peu de temps. C'est une boîte qui a perdu 50% de sa market cap en un an et demi. Avec quelques problèmes fondamentaux. L'industrie pharmaceutique, c'est pas facile en ce moment. Xavier peut vous en dire quelque chose. Il y avait du biotech. Mais donc, il n'y avait plus grand-chose en fait d'intéressant sur le marché. Spot est une de celles qui s'en sort le mieux. Donc, et Gilead, c'était une société, c'est toujours une société en croissance, etc. Donc, elle était peut-être comme Amgen il y a 5 ans. Je me suis dit, bon, il faut sauter dans le bateau. Ça, c'était il y a combien de temps? Il y a 2 ans et demi. Oui, et vous êtes devenu immédiatement au poste où vous êtes actuellement? Oui, alors en fait, non, je suis rentré vice-président marketing pour les US. Mais à l'époque, il n'y avait pas de business unit. C'était avant que Gilead acquiert une nouvelle société cardio. Donc, ils ont eu la masse critique pour créer des business units. Et donc, j'ai eu marketing vente, quelque chose comme 5 mois après. Et maintenant? Même chose. C'est quoi le marketing? Marketing pharma? Non, le marketing, c'est quoi? Pour nous, je ne peux pas répondre comme ça, parce que c'est tellement particulier dans mon métier. Pour nous, c'est tourner, par exemple, une étude clinique. Voilà, le produit, il a un pédigré comme un enfant. Il arrive avec une carte d'ADN qui est, voilà, quelques études cliniques qui ont permis l'enregistrement du produit, qui ont démontré son efficacité, son ubiquité et sa tolérance. Avec ça, c'est la carte d'identité du produit, il faut arriver à le vendre. Probablement comme un computer, il a un truc dans. Il a quelque chose dans son ADN, il est ce qu'il est, il faut arriver à le vendre. Il faut arriver à convaincre les médecins, les patients, les associations de patients, enfin, tout ce qui tourne autour, les payeurs, que votre produit est bon et qu'il est meilleur que la concurrence et qui fait du sens pour les patients. C'est quand même ça. On diabolise beaucoup le marketing pharmaceutique, alors ça dépend des sociétés, probablement des sociétés qui abusent, mais c'était terriblement encadré. C'est très facile quand vous écoutez Michael Moore, c'est très facile de dénigrer la pharmaceutique, c'est facile comme tout. Mais c'est tellement encadré que vous ne pouvez rien dire qui n'est pas bien de toute façon. La FDA regarde tout. Avant de mettre une simple brochure à l'extérieur, il faut passer la FDA. Donc il y a assez peu de possibilités de raconter n'importe quoi. Dans le marketing, c'est ça. Donc c'est très contrôlé. C'est raconter des histoires. C'est raconter des histoires. Ah non, mais ne riez pas parce que c'est très difficile. C'est de bien raconter, de savoir à qui raconter, etc. Oui. En plus, avec un censeur. Avec un censeur derrière, oui. Et avec en plus, il faut quand même arriver à ce que le récepteur retienne quelque chose. C'est bien facile de raconter des histoires, mais si elles ne différencient pas et si elles ne retiennent pas, si elles ne sont pas retenues, ça sert à rien. Et contre des concurrents qui vous désinguent. Donc aujourd'hui, quel est votre produit phare? Alors, c'est HIV, HIV, VIH en français, le virus du sida. En fait, Gilead a commencé dans une technologie pionnière il y a 25 ans, ça s'appelle les antisens. C'est prendre des morceaux d'ADN ou d'ARN, je ne me souviens plus, d'en faire un outil anti-cancer. Ça n'a pas marché, ça s'est avéré par la communauté scientifique internationale un flop. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont gardé leur technologie de manipuler l'ADN, des nucléotides, et ils se sont dit on va essayer ça pour aller taper sur les virus, en particulier le virus du sida, qui faisait des ravages absolus à l'époque. Et ils ont réussi à designer et développer des molécules avec un profil supérieur en termes d'efficacité et de tolérance. Et en particulier d'arriver à combiner ces différents produits dans la trithérapie du VIH pour en faire ce qu'on appelle des single tablet regimen, en une prise par jour, alors qu'avant les malades avaient 25 tablettes par jour. Donc ça a été en fait le domaine du VIH et le domaine scientifique et médical qui a évolué le plus vite dans l'histoire de la médecine. Parce qu'en 20 ans, 25 ans, on a fait des progrès qu'on n'a jamais fait dans une autre maladie aussi rapide. Pour plusieurs raisons. En particulier parce qu'il y avait tellement de lobby derrière pour que ça marche. Il y a le lobby gay, white gay male, qui est puissant aux États-Unis, qui a réussi à faire ça. Aujourd'hui, c'est une maladie plutôt african-américaine, comme on dit, aux États-Unis. Basse classe sociale, c'est un désastre absolu. Cette maladie touche les basses classes sociales aux États-Unis. Et si ça avait été le cas il y a 25 ans, on n'aurait pas découvert ça. Parce qu'il n'y aurait pas eu les lobbies derrière. C'est comme ça. Mais
amendements. Est-ce que, de loin, j'ai l'impression, je pense que je ne suis pas le seul, que c'est encore assez au hasard, ces recherches de manipulation. On a une vague idée du code génétique et on essaie un peu au hasard ce qui va marcher. Shotgun, testing, research. Ça dépend des domaines de recherche. Il y a des domaines de recherche où on fait du screening. Il y a des ordinateurs qui génèrent des tonnes de molécules et qui balancent sur des cibles. Un jour, ça marche. Et puis, il y a des recherches ciblées. Où on sait, on connaît le récepteur, on connaît la target, la cible, et on va designer une molécule. Les chimistes de Gilead travaillent à designer des molécules qui vont aller attaquer cette cible. Vous avez une idée de la cellule qui va attaquer? Oui, la forme de la cellule? Ça dépend des recherches. Il y a des recherches, on va dire, dans le cancer, on parfois pour être un peu plus screening, mais en virologie, on sait où il faut attaquer. On sait comment le virus marche. Molecular dynamics. Et on l'attaque, pardon. Dynamique moléculaire. Oui, on bouge des enzymes, on regarde où ça marche, on regarde où ça va la bloquer, la piéger, etc. C'est assez fascinant parce que c'est vraiment du Lego avec la molécule pour qu'elle aille inhiber la cible, que ce soit virale. On a une idée précise aujourd'hui de la disposition en 3 dimensions du virus. Complètement. Complètement. On connaît les virus absolument par cœur. La difficulté, c'est de comprendre mieux leur interaction avec l'organisme, comment ils rentrent, etc. On connaît pratiquement tout. Par contre, c'est difficile de trouver la molécule qui va vraiment y arriver. Parce qu'il en faut souvent plusieurs. C'est des combinaisons en général. Une seule suffit pas. Ils ont des mécanismes sophistiqués, le VIH par exemple, d'échappatoire. Ils échappent au traitement au bout d'un moment, ils sont malins. Ils mutent de façon aléatoire et puis au bout d'un moment, ils échappent. Ils résistent, c'est les résistances. Vous avez une angine ou une bronchite, elle peut devenir résistante à l'antibiotique. C'est pareil avec les antiviraux. Il y a un moment où aléatoirement, les mutations vont faire que le virus va échapper au médicament parce qu'il va trouver un truc. C'est des mutations. C'est bien foutu. On n'est pas encore arrivé, c'est une question à moitié naïve, on n'est pas encore arrivé à trouver des substances qui détruisent le virus. Elles inhibent son cycle de réplication. De reproduction, mais on peut pas, il n'y a pas de molécule qui aujourd'hui, on est dans une solution et le virus s'arrête de... Hors du bien sûr. de l'organisme, oui, mais pas non, parce qu'une fois que le virus entre dans l'organisme, en particulier les rétrovirus, ils se mettent dans l'ADN. Ils s'intègrent. Ils s'intègrent dans votre patrimoine génétique. Donc il sera toujours là. Comme l'herpès, quoi. Oui. C'est toujours là, il y aura un morceau. Le but, c'est d'arriver à inhiber la réplication. Il n'y a pas de cure. Pas de cure jusqu'à ce qu'on aura un vaccin préventif. Si on prend l'hépatite B, qui est dans votre domaine, qui touche 10% des Asiatiques aux US, 2 millions de patients infectés qui s'ignorent, l'hépatite B peut se terminer en cancer du foie en particulier. C'est aussi un de nos domaines. Là, c'est encore plus infectieux, c'est extrêmement contagieux, et puis c'est quelque chose. Par contre, là, on peut arriver à la cure. Il y a quelques patients qui guérissent, avec l'espoir avec des antiviraux de plus en plus puissants d'arriver à la cure, parce qu'ils ne s'intègrent pas dans l'ADN. Ce virus-là. Ouais. Mais le VIH, par contre, le VIH se met dans le code, dans la séquence. Et donc, quand une cellule se reproduit, elle travaille ça. Et donc, le rôle de vos médicaments, c'est de s'interposer au moment de l'empêcher qu'il s'exprime. Parce que dès qu'il y a une contamination, il y a pratiquement 100% de chances qu'il s'intègre. On n'a pas trouvé encore, à part la prévention, préservatif. Dès que ça touche une muqueuse et que ça rentre dans une cellule cible, qui sont dans les muqueuses en particulier, ça va aller dans la cellule cible. Et ça va s'intégrer. Le but après, c'est d'arriver à éviter la réplication de ce virus. Parce que c'est un parasite, le virus. Comme il vit sur votre organisme, il se multiplie pour dépendre d'une cellule de l'organisme. Donc c'est une question de contrôle. C'est comme le diabète. C'est maintenant le VIH, la maladie du VIH, c'est perçu un peu comme le diabète, c'est une maladie chronique. On arrive à contrôler un déséquilibre de façon assez efficace. Oui, il y a des